Bun! Bună ziua tuturor, a celor care se uită la acest salon al Insulei 42. Bonjour tout le monde et bonjour pour ce dimanche à midi. Et merci d'avoir pris le temps de regarder le salon de l'île 42. Pour le moment, nous allons commencer avec 4 de nos invités parce que Manuel de Marci-Motta va intervenir éventuellement un tout petit peu plus tard. Et cette fois, nous allons avoir une discussion sur un grand projet du Théâtre de la Ville, un projet que Emmanuel de Marci-Motta a pensé lancer lors de la crise de la pandémie. Et pour être très honnête, moi-même, quand j'ai entendu la description de ce projet, j'ai entendu la description des consultations poétiques, parce que de ça, il s'agit de présenter un tout petit peu des témoignages directs des écrivains et des comédiens qui ont participé à ce projet. La première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, tiens, c'est intéressant de offrir au public une possibilité de parler à un comédien, de parler avec un écrivain et de créer un espace de confiance pour des gens qui sont isolés lors de cette crise, mais de créer un espace de confiance par la littérature, par la poésie et par un contact avec un artiste. Je n'étais pas sûre que ça va marcher, mais apparemment ça a marché effectivement très très bien. Et nous avons comme invité avec nous Carolina Pezzani, qui est comédienne et qui représente le théâtre de la Pergola, parce que le théâtre de la Pergola est un des partenaires importants de ce projet de consultation poétique. Nous avons Nicoletta Lefter, qui est aussi comédienne au théâtre Odéon à Bucarest, qui est une comédienne que j'aime beaucoup parce qu'elle n'est pas seulement comédienne, mais elle aussi a réalisé des spectacles sur des textes des écrivains. Elle est très intéressée de lier quand même le théâtre à son public et de lier les arts, de créer des espaces interdisciplinaires. Elle a aussi travaillé un tout petit peu dans la danse et la chorégraphie. Et puis nous avons 2 écrivains. Je vais commencer avec Matei Vichniac, qui est un très 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 important écrivain roumain qui vit à Paris, qui est journaliste, qui est poète, qui est dramaturge et qui a accepté gracieusement de participer à ce projet. Et d'après ce que j'ai compris, sa participation n'a pas été sans effet. Comme avec Nicoletta et comme avec Carolina, les gens avec lesquels vous avez parlé ont eu une réaction au-delà de ce que vous-même vous avez attendu de cette expérience. Et enfin, Radu Vancu, qui est aussi poète et écrivain, qui est également le président depuis peu de temps de PEN Roumanie. Et c'est maintenant que je me rends compte que nous sommes tous placés dans un endroit très différent. C'est-à-dire que nous sommes, Nicoletta, je ne sais pas, Nicoletta à Bucarest, je pense, comme moi, non? Carolina, elle est où? Voilà, Mate est à Paris et Radu est à Sibiu. Donc, nous sommes aussi un tout petit peu dans des endroits différents. Et je pense que cela est une situation très particulière que la pandémie a permis. On a commencé à s'habituer à se rencontrer de manière très différente de ce qu'on faisait auparavant. Alors, je vais commencer, j'ai déjà dit, par poser cette question à tous les 4. Et je vais commencer avec Carolina. Bon, déjà, moi, je suis curieuse. Quelle était votre réaction quand vous avez entendu parler de ce projet, premièrement? Et deuxièmement, quelle a été la réaction que vous avez eue après avoir les premières expériences de ces consultations poétiques? Et pensez-vous que cela peut être un type de projet qui continuera après cette crise? Avant de commencer, je voudrais vraiment la remercier pour être ici parce que je suis très heureuse d'être ici avec vous.
Et je vais prier d'excuser un peu mon français, en fait. Oh. Pour essayer de répondre à la dernière question, je vais vous dire que oui, si je peux, j'aimerais lire un petit texte que j'écris parce que j'aimerais bien d'être précis sur mon expérience parce que j'ai trouvé que c'était vraiment unique et j'avais besoin de mots spécifiques pour le décrire. Donc, je voudrais commencer à parler de mon expérience de consultation à partir de la fin. C'est-à-dire vraiment à partir de remerciements. Parce que je pense que ces mots, c'est très significatif et qui a beaucoup à voir avec les projets. Et je veux l'expliquer pourquoi. Remerciement dans le sens de la gratitude. C'est ça, c'est ce que vous... Oui, d'accord. Et je voudrais remercier, bien sûr, Emmanuel, il n'est pas ici, mais je remercie Emmanuel qui d'abord a senti vraiment la nécessité de concrétiser un projet qui pour moi c'est visionnaire, qui est généreux aussi, et qui a ensuite donné l'opportunité à nous d'en faire partie de ça. Donc, je me suis demandé quel est le sentiment qui accompagne l'acte de remercier. Et je me suis répondu qu'il s'agit de quelque chose qui a à voir avec les manques. J'ai besoin de quelque chose et c'est toi, en tant qu'autre que moi, à combler un vide qui, dans le meilleur des cas, me fait prendre conscience de mon incomplétude et qui m'offre, au pire, un moment d'humilité. Remercier alors est un acte de conscience et d'acceptation. Et en même temps, c'est un geste humble, précieux, imprégné de la beauté, de la modestie et de la force qui ouvre à notre vulnérabilité, à la possibilité vraiment d'avoir besoin de l'autre pour faire ce que nous voulons. Par conséquent, rendre grâce, c'est un geste communautaire qui détruit les mythologies de la réalisation de soi, de la préservation de soi, au fond d'accepter les valeurs intrinsèques de l'autre dans notre existence. Donc, non comme étranger, mais ni comme autre que moi. Pendant mon 50 consultations, les mots que j'ai le plus entendus a été merci. Et le sentiment que décrit mon expérience, c'est celui vraiment de la gratitude. J'étais et je suis reconnaissante pour la confiance, la disponibilité et le courage avec lesquels les gens ont décidé de participer. J'étais et je suis reconnaissante pour les moments dans lesquels j'ai aperçu leurs difficultés. Et je suis également reconnaissante d'avoir pu entrer dans leur vie, comme le garant un peu d'un secret, de leur secret, et témoin d'une condition humaine que peut-être un peu j'avais aussi moi oublié chaque fois. La conséquence la plus tangible de cette expérience a été pour moi le sentiment de me faire part en tant qu'humanité. Une humanité nuancée, contradictoire, fragile, et de voir juste à quel point cette humanité a vraiment besoin de se rencontrer pour partager et célébrer le courage d'être au monde et de croire dans la possibilité d'une rencontre. En tant qu'artiste qu'humaine, mais en tant aussi qu'en citoyenne d'une communauté qui se définit européenne, je pense que ces projets, c'est vraiment nécessaire parce qu'ils contribuent à renforcer le sentiment que les rencontres humaines, c'est possible, que c'est possible d'avoir foi dans l'homme et dans sa pouvoir de choisir toujours. Et avec ce sentiment retrouvé, de pouvoir aussi compter sur l'adhésion de l'expérience qui nous engageait tous en tant qu'humanité et sans laquelle, moi, je crois, vraiment, on s'en rend perdu. Donc, oui, c'est remerciement, c'est ça que... Mais Carolina, dites-moi, c'est très très beau ce que vous venez de dire et c'est très comme ça inspirationnel pour le début de ce salon. Mais j'ai une question, comment est-ce que vous avez choisi par exemple les poèmes que vous allez lire? Est-ce que c'était des poèmes que vous avez déjà choisis au moment où vous avez parlé avec les interlocuteurs ou c'était un set de poèmes et quelqu'un, le dialogue avec lui vous a donné l'idée de lire tel poème? Et on était 7 acteurs dans le projet et Emmanuel nous a dit, bon, il faut choisir des poèmes qui vous aiment beaucoup. Ça, c'était le truc en fait. D'accord. Avoir quelque chose qu'on aime et qui ça touche nous aussi.
Et puis, on a mis ensemble toutes les poésies qu'on a choisies ensemble et on a créé un petit, on appelait ça le ricettario poetico. C'est un, Ouais. oui. Et, Il ricettario, ça veut dire le réceptoire, exactement. aux cartes de recettes. Exactement. Oui, d'accord. Et c'était vraiment en question de le lire beaucoup, de faire les poèmes entrer dans notre vie et sentir que ça touche, ça ressemble à quelque chose. Et puis avec pendant la consultation, écouter vraiment la personne, ce il ou elle est en train de te dire. Et ça, c'était un peu, je voudrais utiliser ce mot, que c'est un peu de la magie en fait. Parce que ce que s'est créé entre nous, c'était quelque chose, et moi, j'avais dit souvent, c'est pas moi qui vraiment va choisir la poésie. Oui, c'est moi, bien sûr, mais c'est avec l'autre personne que je fais un itinéraire émotif, un itinéraire très intime, qui ça me donne l'opportunité d'aller vers un poème et or vers un autre. Et il faut dire que ça marche vraiment, ça marche, c'est incroyable. Ça venait de manière organique, ça venait de soi. À un moment donné, le choix était fait. Alors, Mathé, je vais passer maintenant vers toi pour poser cette question parce que tu es poète et tu as écrit toujours des poèmes en roumain. Déjà, je vais poser cette question-là. Pourquoi est-ce que de la poésie, tu ne l'as pas écrit en français? Puis après, on va passer aux consultations poétiques. Oui, je crois que la poésie, elle comporte un degré d'intimité tellement profond que ça ne passe pas toujours dans d'autres langues. Ou plutôt, il y a des choses qui s'arrêtent à la frontière des langues. Par exemple, la poésie. Pas entièrement, mais pour moi, le rapport avec la langue et la poésie, c'était tellement intime que j'ai voulu garder, par exemple, cette intimité, cette fraîcheur. Par exemple, la poésie, je ne l'écris jamais à l'ordinateur. J'écris toujours la À la poésie dans main. un carnet, à la main, avec un stylo, parce qu'il y a ce rapport que je le préserve. Le reste, j'ai toujours écrit à la machine à écrire mes pièces, mes romans, voilà, mes autres textes, la prose en français, d'autant plus que l'ordinateur me corrige les fautes là avec les logiciels. Donc, mais la poésie, c'est toujours moi, la page blanche et cette forme d'intimité. Donc, c'est ça déjà. Bien sûr, j'ai pu traduire mes poèmes du roumain en français, mais j'ai préféré que d'autres, qu'un Français fasse ça. Et ça m'a beaucoup impressionné de voir que parfois, on croit maîtriser tout, même une langue étrangère, et pourtant, il y a des détails qui nous échappent. Et c'est dans les détails que le diable se cache, et aussi la finesse de la poésie. Mais bien sûr, j'ai pu transférer quand même ma poésie ou le poétique voilà, que je construis dans mon théâtre. C'est-à-dire que je peux construire de la poésie ou capter la poésie en langue française. Et beaucoup de mes pièces que j'ai écrites en français ont une dimension poétique très forte. D'ailleurs, tout ce que j'ai écrit d'une manière ou d'une autre a une dimension poétique. Je ne peux pas concevoir d'ailleurs une pièce de théâtre sans ces dimensions-là. Je pense que la poésie, c'est une manière de connaître le monde, une manière de nous connaître, une manière de sonder même les contradictions de l'être humain, son inconscient, enfin, c'est des profondeurs qu'on ne peut pas attendre sans utiliser la poésie. C'est pourquoi ça marche aussi au niveau du dialogue, par exemple, ces consultations poétiques. On aurait pu faire des consultations romanesques, mais c'est plus long, c'est plus lourd. Des consultations d'autres types, je ne sais pas, genre utiliser des essais, des aphorismes. Mais la poésie permet justement, parce que c'est le domaine de l'intimité, de créer une relation intime. Et j'ai eu l'impression, avec les personnes que j'ai eues au téléphone, que chaque fois, on a créé un rapport d'une grande sincérité. Moi de mon côté et l'autre de son côté. Voilà quelques pistes, Corinna, pour commencer. Et voilà, mais alors, Mathé, comment est-ce que la consultation se passe vraiment? C'est-à-dire, comment est-ce qu'elle s'est passée vraiment, comme ça?
comme une histoire et combien ça a duré, parce que Carolina nous a dit il y a des gens avec lesquels le dialogue a été long. Alors, comment ça se passe vraiment? Dans mon cas, ça a été particulier. Bien sûr que j'ai été formé, moi aussi, par un comédien du théâtre de la ville qui m'a raconté comment il fait ça. Donc, en principe, le scénario, c'était toujours comme ça. Bonjour, vous êtes où? Et après, la deuxième question, comment vous avez passé donc le confinement, être en quarantaine? Et après, ça s'installe le dialogue et on arrive à la question, est-ce que la poésie, quel rôle elle a eu dans votre vie? Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous ne aimez, vous n'aimez pas, par exemple, et après, le comédien choisit ou continue le dialogue parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ont été traumatisées un tout petit peu par l'isolement. Enfin, ça dépend cas par cas. Dans mon cas, chaque fois que j'ai appelé, j'ai découvert que les gens me connaissaient. Donc, du Oui, coup, je voulais donner quelque chose de ma personne parce que voilà, c'est un auteur qui appelle quelqu'un qui voulait peut-être entrer en contact avec un auteur. Alors, j'ai lu mes poèmes. Je lis toujours mes poèmes. Bon, deux, trois fois, je pense que j'ai lu une fois un poème de Nikita parce que je connaissais Nikita. Il avait quelqu'un qui voulait savoir comment j'ai connu Nikita. Donc, on est parti sur une autre histoire. J'ai raconté des anecdotes, comment je passais parfois des heures et des heures et des nuits chez Nikita, chez lui à la maison, où il avait des gens qui venaient à toute heure de la nuit, de la journée, on picolait parfois, on s'endormait, on se réveillait, Nikita était toujours là. Donc c'est des anecdotes de la vie littéraire et la personne qui était de l'autre côté était heureuse d'apprendre des détails. Donc j'ai lu un poème de Nikita. Une autre fois, j'ai lu un poème de Émile Brummaro qui est absolument extraordinaire. Tu peux être dans une tristesse gigantesque et si tu lis un poème de Brummaro, tu te réveilles, voilà, il y a quelque chose, c'est un fournisseur d'énergie, Brummaro, et d'humour et de subtilité. Mais en général, donc, mes contacts ont été quelqu'un qui me connaissait et qui voulait savourer ce ce plaisir moment. d'avoir 15 minutes ou 20 minutes une conversation avec un écrivain qu'il connaissait. Donc, on a parlé de nos enfants. Il y avait quelqu'un qui avait à côté un enfant de 5 ans. Et je dis, ah, ça tombe bien parce que j'écris aussi des poèmes pour enfants. Alors, je vais vous lire un poème pour votre enfant de 5 ans. Donc, il y a quelque chose que je n'aurais jamais fait en dehors de cette plateforme et de ce concept et qui m'a beaucoup enrichi. Voilà pour moi la conclusion d'une certaine manière et ma gratitude va aussi vers cet enrichissement profond que j'ai ressenti à travers ces conversations. Mais justement, ce qui me semble drôle en écoutant ce témoignage, Matej, est aussi que ça fait partie un tout petit peu de l'univers Matej Vichniek, l'idée d'avoir une sorte de performance à un seul spectateur qui était celui qui était au téléphone et pour lequel parler dans une consultation poétique, mais aussi parler avec Matej Vichniek, mais aussi parler de la vie littéraire et d'avoir tout ce type d'univers qui s'ouvre que pour lui est une expérience, disons, assez unique. Et je me réjouis aussi d'avoir participé en suggérant à ce qu'il y a aussi des écrivains et des poètes qui participent aux consultations. Je pense que, en tout cas pour la Roumanie, ça a marché très bien parce qu'effectivement, ceux qui ont besoin de ce type de dialogue aiment bien connaître plus que, disons, la sensibilité d'un écrivain, mais aussi son univers. Et il y a une chose que j'ai beaucoup appréciée, lorsqu'on part, voilà, sur l'idée, parler de la poésie, se dire des choses sincères, on a été toujours dans une logique de éloignement total de la vie politique et de la misère du monde. C'est-à-dire qu'un seul moment, on n'a pas parlé de ce qui nous entoure, de la folie du monde. Bon, un peu le virus, les leçons, la leçon de ce confinement, enfin, de cette crise sanitaire, mais pour le reste, ça a été des échanges culturels.
sur l'humain, la poésie, ce qu'on va faire après, ce que la poésie nous a apporté. Et j'essaie toujours de faire parler la personne que j'avais à l'autre bout du fil parce que je sentis que parfois, elle avait plus de plaisir de me parler de sa vie que de m'entendre moi. Parce qu'elle s'adressait à un écrivain, voilà, il y avait des gens qui me disaient « Ah, j'ai lu ça, ou j'ai lu votre roman, ou je lis vos articles. » Alors oui, ça m'intéresse, pourquoi? Alors j'ai senti qu'il avait comme une confession de l'autre côté et que pour moi, c'était beaucoup plus important pour moi, d'une certaine manière, offrir ce temps à écouter la personne que vite lire un poème et l'expédier comme ça. Donc j'ai eu des conversations entre 20 et 30 minutes en général. D'accord, d'accord. Alors, Nicoletta, tous ces deux perspectives extraordinaires qui viennent de nous être données, quelle était ton expérience? Nicoletta va parler en roumain et je vais la traduire. Donc, nous allons écouter maintenant son témoignage en roumain. Vorbesc în română pentru că mi-e frică să nu fac vreo greșeală și Je parle en roumain parce que je practic limba pe care o folosesc în mod normal. Et c'est bien d'entendre le roumain, c'est bien d'entendre le roumain aussi. Da, experiența pentru mine a fost extrem de touching, așa. Prima dată când am vorbit cu Emanuel și cu echipa Teatrului de la Ville, mi s-a părut foarte greu. Mi s-a părut un proiect greu în care trebuia să dau un raport după ce după ce aveam consultațiile poetice, trebuia să explic, să povestesc ce am vorbit cu persoane. L'expérience m'a semblé extrêmement émouvante, mais en même temps extrêmement difficile parce que j'avais l'impression que je devrais après faire un rapport, expliquer ce que j'ai fait. Donc ça m'inquiétait un tout petit peu de savoir qu'il va falloir que je fasse des choses assez formelles par rapport à une expérience qui devrait être au fond émotionnelle. Și la prima consultație am avut emoții teribile, aveam senzația că am premieră. La première consultation, c'était comme une nuit de première pour moi. La teatru, ca actriță, înveți un text și apoi execuți ce ai repetat. Și aici, practic, ar fi trebuit să fiu eu și să vorbesc cu un necunoscut, să încep să-i prezint și despre ce e vorba în proiect și să încerc să leg o conversație și apoi să aleg un poem. Te las să traduci? Au théâtre, effectivement, je suis préparée, j'ai un texte, je le délivre, alors qu'ici, il fallait parler déjà avec quelqu'un que je ne connaissais pas, qui était une seule personne. Je devrais aussi engager une conversation et quelque chose d'assez personnel, d'assez intime. Et tout ça me créait une émotion supplémentaire. J'étais inquiète, je ne savais pas comment ça va fonctionner. Am început să dau casa peste cap, să caut poeme, să sun prieteni. Eu sunt în contact am niște prieteni, adică m-au ajutat destul de mult să-mi fac așa o bază, aveam deja cunoștințe și am ales foarte multe poete române contemporane. Am ales poeme destul de vreo 40-50, așa mi-am făcut o bază de date. Acum pot să le distribui pentru cine vrea să mai... Donc, parce que j'étais très troublée, j'ai commencé à chercher des poèmes, je ne savais pas d'où commencer, j'ai tout tourné à la maison et en même temps j'ai commencé à appeler mes amis et finalement j'ai choisi des femmes poètes et maintenant j'ai une base de poèmes écrits par les femmes qui est assez importante parce que je me suis vraiment préoccupée, j'ai demandé conseil à mes amis poètes pour nourrir cette base de poètes. Ce recetaire, comment il s'appelle en... Ricettario poetico. Ricettario. Donc, Nicoletta aussi a fait un ricettario poetico, mais que avec des femmes poètes roumaines. C'est frumos sună în italiană, ricettario. Oui, oui. Și am avut surpriza ca la Scuze. Ce que je voulais dire, c'est que en roumain, on dirait recettar poétique. Donc, en roumain, on dit recettar. C'est très semblant, hein, c'est très similaire d'un certain point de vue. Oui.
Și am avut surpriza înainte de prima consultație, am făcut liniște în cameră, i-am spus fetiței să stea dincolo, să nu cumva să mă deranjeze. Liniște, începuseră să auzeam tot felul de sunete din afară mult mai puternice decât erau. Tocmai pentru că eram foarte emoționată. Ma névrose par rapport à ça et mon émotion s'est traduite par le fait que j'ai commencé à dire à ma fille tais-toi parce que tous les sons que j'entendais, je les entendais de manière exagérée. Tout ce que j'entendais de dehors, j'entendais de manière exagérée. Donc j'étais dans un éblouissement d'émotions tout le temps par rapport à ça. Nu știam unde să mă așez, cum să mă poziționez fizic, de unde aș putea să dau mai multă energie sau, mă rog, mă pusesem Je ne într-o trouvais pas ma place et je ne savais pas comment je vais organiser et donner mon énergie parce que je n'avais pas l'habitude de faire du théâtre de cette manière-là. Enfin, je traduis d'une manière un peu poétique ce que Nicolette a dit, mais voilà. Și am avut surpriza la primul call să dau de o instructoare de yoga, nu avem voie să spunem numele, și practica a fost o consultație pe care mi-a făcut-o ea mie. Și am primit eu un cadou de la ea, pentru că a început ea să mă liniștească și să încerc, adică a participat mai mult decât aș fi participat eu. Am avut senzația că și ea face la un moment dat, că face și ea parte din proiect și nu mi-a zis. Donc, la première consultation que j'ai faite, c'était avec une prof de yoga. Je ne peux pas dire qui, mais pour être honnête, j'ai eu l'impression que c'est elle qui faisait la consultation avec moi et pas moi avec elle. Et à la fin, je n'ai pas osé lui poser la question, mais j'ai même eu l'impression que c'est elle qui fait partie du projet aussi et que je n'étais pas informée. Mais pourquoi pas, peut-être, j'en sais rien. Ouais. Da, și a fost s-au legat lucrurile de la sine și deja la al doilea call aveam senzația că stăpânesc situația, că e mult mai bine, știam exact ce să întreb și am avut, nu știu, m-am gândit că poate e ca, făceam adesea cu prietenii de mult un joc, deschideam o carte la întâmplare și când citeai prima frază care îți venea în fața ochilor, aveai senzația că se potrivește perfect. Și asta am avut, asta am trăit în timpul consultațiilor. Am avut senzația că tot ce aleg mergea țintă la omul respectiv. Nu știu cum. Oui, c'est très. La deuxième fois, mon deuxième appel, j'étais beaucoup plus sûre de moi. Je comprenais comment tout ça se passe. J'avais le dessin en tête de manière plus facile. Ça a été beaucoup plus facile. Et en même temps, à partir de là, j'ai commencé à avoir cette impression. Ça m'a rappelé un jeu que je jouais avec des amis où on ouvrait un livre et la phrase qui était mise dans la première phrase qu'on lisait, c'était la phrase qui correspondait parfaitement à la situation donnée. Et c'est comme ça que j'ai eu l'impression, à partir des appels suivants, que le poème était parfaitement lié et connecté à la réalité dont la personne me parlait. Je trouvais vraiment le poème parfait pour cette situation-là. Il y avait une organicité qui s'est développée petit à petit dans ce type de dialogue. Da, și aș mai vrea să mai spun asta și trecem la Radu, că el sigur o să vorbească mult mai frumos și mai interesant decât mine. Am întâlnit... traduire ça, Nicoleta, je vais pas traduire ça. Am întâlnit oameni și am avut conversații, am întâlnit oameni cu care am avut niște conexiuni extrem de intime. Uneori discuțiile erau covârșitoare, împovărătoare, așa. Am întâlnit oameni extrem de nefericiți, cu energie extrem de jos, speriați de ceea ce se întâmplă, dar am întâlnit și oameni extrem de pozitivi și majoritatea au zis că or să vină la teatru când o să se deschidă. Toți simțeau lipsa teatrului și cât de important e. Donc, Nicolette a dit, je souhaite quand même dire quelque chose sur le type de dialogue que j'ai eu avec certains gens. Alors, il y avait des gens avec lesquels j'ai parlé et qui étaient alourdis par la situation, qui étaient vraiment déprimés, qui amenaient une forme de souffrance de ce qui leur arrive.
mais en même temps, il y a eu des gens qui étaient positifs, il y a eu des gens qui avaient de l'espoir. Et aussi, j'ai parlé du fait qu'une partie d'entre eux m'ont dit on attend avec grande impatience de revenir vers le théâtre, on attend que le théâtre se réouvre, et je les attends venir voir du théâtre à partir du moment où tout ça va redevenir comme un vent pour le spectacle vivant. Merci Nicoletta. Et je vais passer maintenant à Radu, mais je vais revenir vers toi aussi. Radu, tu es là? Oui, oui, je suis ici. Voilà. Alors bon, maintenant, c'est le rôle un tout petit peu le plus difficile parce que tu es le dernier à parler de cette expérience. Voilà, et comme Nicolette attend de toi des choses extrêmement intéressantes, écoutons-la. Elle met du pression sur moi, oui. Ben voilà. Oui, j'ai eu le même type d'expérience que j'ai entendu à tous les trois parleurs, soi-disant. Et j'ai beaucoup raisonné avec la redécouverte de l'intimité que Mattei a raconté. Quand Emmanuel m'a parlé de ce projet, je l'ai beaucoup aimé, mais en même temps, j'étais méfiant car je n'aime pas parler au téléphone. Je déteste le téléphone. C'est un médium qui a une certaine froideur et une certaine impersonnalité, je crois. J'aime voir mon interlocuteur quand je parle, comme maintenant. Mais en même temps, je me disais que peut-être la menace la plus forte de cette pandémie, c'est la perte de l'intimité, de l'intime. L'intime est une valeur que j'estime beaucoup. C'est un superlatif qui vient du latin. Intimus, en latin, signifie le plus dedans. Il vient de intus, qui signifie dedans, l'espace dedans, comme Henri Michaud dit. Intimus, c'est quand on a le plus dedans. Et la distance sociale, le confinement, la perte du tissu social, c'est la perte de l'intimité. J'ai pensé que cette conversation sur l'intime, sur le besoin de parler avec l'autre, de redécouvrir l'autre, c'est le regagnement de l'intimité, la reconstruction de l'intimité. J'ai vu ça dans cette consultation poétique. Et aussi une reconnexion avec l'intensité. On perd l'intensité de la vie pendant le confinement, j'ai pensé. Et avec la poésie, avec l'art, avec le théâtre, on va exactement dans l'espace, dans l'intensité l'intensification de la vie qui est essentielle pour cet âge de distance, du confinement, de perdre du contact avec l'autre. Mais Radu, comment est-ce que toi, par rapport à ce que nous venons d'entendre, comment est-ce que toi, personnellement, tu as vécu le dialogue? Est-ce que tu as eu des gens avec lesquels tu as entré aussi dans ce type de dialogue un peu plus large? Est-ce que quelle était disons, la vibration de tes dialogues? Peut-être que la phrase la plus que j'ai entendue plus souvent, c'était je n'ai pas resté seul. Tout le monde a essayé de prendre des contacts, de garder son contact, de s'assurer que l'autre existe encore. Et ça a été très rassurant pour moi. La nécessité de vérifier qu'on n'est pas seul, que l'autre existe, que le monde existe, ça a été la phrase la plus souvent que j'ai entendue. Et j'ai eu aussi, comme Nicoletta, des expériences lourdes. J'ai parlé avec des gens qui avaient perdu... il y a une personne que son mari est mort. Et, ça a été très lourd, une conversation très chargée, très, très forte, très intime, et aussi des expériences très lumineuses, très enrichissantes, et qui étaient pour moi, qui m'ont guéri moi
plus que l'interlocuteur. J'ai senti ça. J'étais la personne qui a été consultée, qui a été donnée une réceptoire, soi-disant, après la conversation. Donc, c'était très enrichissant. J'ai été enrichi avec des contacts humains, avec une richesse des contacts humains que je n'ai pas d'habitude la chance D'avoir. d'avoir. Les poèmes, Radu, comment tu les as choisis? Comment toi, tu t'es fait aussi un recetteur ou tu as fait comme Mattei, prendre des poètes qu'il aime, avec lesquels comment tu as choisi les poèmes? J'ai fait une grande tour des anthologies poétiques de la poésie contemporaine sur ma table. Je connaissais la plupart de cette anthologie poème par poème. Et je parlais, pour exemple, j'ai parlé avec une personne elle est professeure universitaire à Bucarest, et pour traverser plus saine la pandémie, elle a pris soin d'un jardin. Elle est connectée avec la nature, avec les fleurs, elle parlait avec les arbres. Et je me rappelais que Mariana Marin, une poète que j'aime beaucoup, a un poème qui s'appelle « La nature n'est pas bovarique ». Et j'ai dit, alors c'est ce poème que je vais lire à cette personne-là. J'avais les anthologies, je connais les poèmes, j'ai parlé avec les gens et j'ai connecté les poèmes avec les expériences personnelles de mes interlocuteurs. C'était simple, c'était pas difficile. Donc, toi aussi, tu t'es construit quand même un petit recetteur un grand recetteur. Tu as pris de la poésie contemporaine, c'est intéressant. Moi, ce que je vois aussi être intéressant, c'est que vous avez tous, enfin, il y a eu cette procédure avec les acteurs qui ont tous choisi des poèmes préférés. Il y a eu après, des modalités de chercher comment est-ce qu'on crée disons, ce capital de poèmes. C'est très... Et pour moi, ce qui est intéressant dans ce que tous vous dites, bon, à part Carolina, est-ce que vous avez eu aussi des poètes étrangers en traduction? Non. Non. Vous avez choisi des poètes roumains. C'est-à-dire que ça, c'est aussi très, très intéressant de voir. Ça revient à ce que Mattei disait, que peut-être il y a une forme très particulière d'intimité dans la poésie et que peut-être c'est ça qui traduit le mieux un certain type de relationnel, de connexion. On cherche à trouver la langue et l'expression qui est la plus adaptée. Bon, merci à vous tous. Alors maintenant, je vais vous inviter à commenter parce que comme Emmanuel n'est pas avec nous, moi j'ai lu un certain nombre de ces déclarations récentes et je vais m'arrêter pour une première question sur 2 de ces déclarations. La première est qu'il dit « La culture a besoin du présentiel ». Il dit on ne peut pas imaginer que, parce que vous savez que lui, c'est un des directeurs de théâtre qui s'est opposé à l'idée à ce qu'on commence à imaginer une forme de théâtre qui va uniquement être digitalisée. Donc, il était complètement contre cette idée-là. Il a dit la culture en général a besoin du présentiel. Il faut vraiment militer à ce qu'on garde ce présentiel. Donc, j'aimerais bien que vous commentez là-dessus. Et bien, une deuxième de ces remarques est qu'il dit il faut, dans un de ces entretiens, il faut arrêter de parler que des alliances économiques. Il faut imaginer des alliances artistiques parce que nous sommes en ce moment en manque de ce type d'alliance et parce que nous sommes en manque de ce type d'alliance, l'univers dans lequel on vit est un univers où c'est que l'économie qui pèse. Et ça revient à une affirmation de Frédéric Martel qui a dit il n'y a pas de relance culturelle sans la relance il n'y a pas de relance économique sans la relance culturelle parce qu'il les explique, ok, nous allons avoir les voyages et tout, mais pourquoi prendre l'avion si là où on va, il n'y a pas de choses à laquelle on peut participer, s'il n'y a pas d'échange, s'il n'y a pas d'interaction, s'il n'y a pas de participation culturelle, qu'est-ce qu'on va prendre l'avion pour quoi? Donc, comment commentez-vous ces 2 idées
la culture a besoin du présentiel et il faut créer des alliances artistiques parce que les alliances artistiques, il dit pas culturelles, il dit des alliances artistiques parce qu'on est trop dans les alliances économiques. Je peux raconter moi un peu ce que je pense, Corinna. Bon, déjà, Emmanuel de Marci Motta, c'est une forme d'énergie particulière et puis il aime beaucoup les contacts, il est parfaitement bilingue parce qu'il a des origines portugaises, donc il parle parfaitement le portugais, donc il peut monter dans deux langues, lire la grande littérature dans deux langues, donc ça c'est intéressant. Après, c'est quelqu'un qui est très curieux, ouvert. Il est venu plusieurs fois en Roumanie, à Bucarest, au Festival du Sibiu, plusieurs fois, 2 fois. L'année passée, il était là avec un spectacle du Camus, État du siège, que j'ai vu d'ailleurs. Il a été mon invité à moi et à Mihaela Dedeoglu à RFI. Il se donne beaucoup, il parle de ses projets, donc c'est une forme d'énergie. Et aussi, il dirige un théâtre et le nom de ce théâtre raconte quelque chose de la mission de ce théâtre, Théâtre de la ville. Il faut faire quelque chose pour la ville. Peu importe si la ville est assiégée, affamée, en quarantaine, le théâtre, si c'est le théâtre de la ville, doit s'adapter à toute situation, guerre, famine, maladie, détresse, bien-être, excès. Ouais. Si c'est le cas d'un excès ultra-capitaliste, alors le théâtre doit justement mettre des freins et parler de ça. Si c'est la maladie, il faut sortir les gens de leur alvéole et les mettre en contact. Donc voilà, la mission est extraordinaire, mais il faut dire encore une chose, que sa mission marche, elle peut développer des projets parce que la France est déjà un pays qui fait beaucoup pour la culture et où l'industrie culturelle compte plus que l'industrie de l'automobile, par exemple. Et ça, c'est plutôt, comment dirais-je, un modèle qu'on devrait, nous aussi peut-être, adopter. Les comédiens du théâtre de la ville ont pu lire pendant des mois des poèmes, mais aussi parce qu'ils sont payés pour ça. C'est-à-dire, il faut que je précise, la France a créé un statut unique au monde pour les artistes. C'est le statut d'intermittent. Tu connais très bien, Corinna, le statut d'intermittent qui, en effet, sauve des vies artistiques. C'est-à-dire que quelqu'un qui a la vie assurée pour 8 mois ou pour 1 an peut se permettre de s'engager dans des projets de ce type-là. Et par exemple, d'une manière exceptionnelle, a prolongé les droits pour les artistes intermittents jusqu'en août l'année prochaine. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire une manière de dire aux artistes, voilà, moi, l'État, j'assume ma responsabilité, je vous donne la sécurité sociale et une allocation qui est, bon, ça fait vivre, jusqu'en août l'année prochaine, inventer des manières de transmettre la culture dans une situation de crise. Donc, lorsque les comédiens ou les artistes en général sont aidés par le pouvoir public, tout change. Et ça, c'est une leçon importante pour la Roumanie, je pense. Comment créer des statuts pour les artistes pour qu'ils puissent ensuite faire leur travail pour la ville, pour la cité, pour la langue, pour le pays, pour la créativité non, locale et nationale. Il faut aussi préciser, par exemple, que en France, la poésie, c'est depuis longtemps une forme de vie. Bon, j'ai quitté la Roumanie il y a 30 ans, je considérais que la poésie avait un rôle gigantesque, même de résistance culturelle. Par la poésie, on pouvait démolir le système, critiquer, respirer, c'était comme une sorte de langage codé. La poésie, c'était tout, un espace de liberté gigantesque. Quand je suis arrivé en France, ces dimensions n'existaient pas, parce que c'était un pays libre. La poésie avait d'autres rôles, mais en même temps, tellement soutenue par le pouvoir public. À Paris, il y a un théâtre de la poésie, ça c'est extraordinaire. Il y a des salons du livre de poésie, les salons du livre, les éditeurs, par exemple, de poésie se rencontrent une fois par an sur l'esplanade de l'église Saint-Sulpice, et c'est une fête de la poésie de 3 jours. Il y a les éditeurs, les poètes, même si les tirages ne sont pas très grands comme autrefois. Mais la poésie, il y a une vie
je pourrais dire, quotidienne de la poésie en France. C'est pour ça aussi d'ailleurs que les gens ont joué le jeu de manière naturelle. Pourquoi ne vivre pas le luxe d'entendre un poème par téléphone raconté ou récité par un comédien? Et puis, la dernière chose, je voulais parler, oui, de ces projets, mais il y a, par exemple, en France, je veux citer ça, une compagnie qui, depuis une quinzaine d'années, tourne sans cesse en France et à l'étranger. Ça s'appelle Compagnie Les Souffleurs, parce qu'ils soufflent de la poésie dans des tuyaux longs de 2 mètres. Il intervient dans l'espace public. Ils sont 12, 13, 15, habillés en noir, avec un parapluie noir, avec un tuyau de 2 mètres. Et ils choisissent, avec des gestes lents comme ça, ils choisissent l'interlocuteur et lui soufflent un poème par le tuyau. Donc, une relation absolument individuelle, unique. Ça s'appelle commando poétique pour le ralentissement du monde. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est seulement une compagnie parmi d'autres qui, par la poésie, crée l'événement et une relation particulière avec le public. Donc, Emmanuel a eu cette idée et je pense, tu as posé cette question, ça peut continuer. C'est une idée valide. Peut-être de tout ce qu'on a inventé pendant le confinement, il y a beaucoup de choses qui vont tomber. Oui. Mais ça, je pourrais continuer à faire peut-être une fois par semaine. Si quelqu'un veut parler avec moi, je peux donner mon temps et mon énergie pour quelqu'un qui veut à tout prix m'avoir au téléphone parce qu'il me connaît ou tout simplement parce qu'il veut entendre une poésie, un poème récité par un spécialiste, un comédien. Et la toute dernière chose, et comme ça j'arrête. J'ai découvert quelque chose d'absolument extraordinaire grâce à ces consultations poétiques, le rôle de la voix. Moi, je ne suis pas comédien. Les autres savent ça depuis longtemps, que la voix est tellement importante, que c'est un instrument tellement fin, tellement subtil. Par la voix, on peut transmettre 1000 choses. Moi, je le fais à la radio, mais je n'ai jamais le recul, oui, le feedback, parce que les gens ne m'appellent pas tout de suite pour me dire « Oh, Mathé, vous avez lu cet article avec une voix ». Mais là, j'ai eu des éloges concernant ma voix, c'est-à-dire, et c'est l'éloge suprême. Il y a des gens qui m'ont dit « Ah, votre voix, ça nous rassure » ou « Ah, c'est pour moi une expérience particulière d'être obligé de transmettre tout ce que je ressens seulement par la voix. Parce que dans la vie réelle, on parle avec les yeux, avec le corps, avec la tête, avec les mains. Au téléphone, lorsqu'on veut transmettre un poème, il n'y a que la voix. Et dans la voix, on peut mettre une dizaine d'ingrédients ou 1000 ingrédients qu'on ne peut pas utiliser par le corps. Et alors, oui, la voix peut transmettre des choses absolument extraordinaires, mais aussi par la voix, j'ai les premières informations concernant l'état d'âme de mon interlocuteur. Parce que très souvent, après 2, 3 phrases, j'ai commencé à comprendre par la voix dans quelle situation l'autre est et sa timidité, ses réticences ou sa joie, ça passe par la voix. Donc, il y a des informations qu'on peut entendre et très vite, non, je dirais, utiliser pour situer notre interlocuteur par la voix. Donc voilà, encore pour finir, des choses que cette expérience m'a apporté. Moi, je vais juste avant de demander à Carolina peut-être d'intervenir sur mes 2 questions parce que Mathé n'a pas vraiment répondu aux 2 questions, mais c'est pas grave, vous pouvez parler de ce que vous voulez. Mais je voulais rajouter 2 choses, souligner 2 des choses dont Mathé a parlé. La première, c'est que quand on parle du statut des intermittents, je crois que c'est très important de comprendre que ce statut a été créé par une loi qui, derrière elle, a une philosophie, l'idée que finalement, quel est le moment où le créateur crée. Donc, le statut des intermittents est un statut qui traduit une vision sur la création qui est très spécifique pour la création. C'est-à-dire, on ne crée pas
qu'au moment où on travaille. Le travail créatif est un travail qui se passe tout au long de ce qu'un artiste développe dans sa période où il ne travaille pas. Et ça, effectivement, est un statut unique au monde. Et maintenant, bon, comment tout ça peut se traduire dans une législation autre dans d'autres pays, c'est une question à creuser, effectivement. Et deuxième chose, Mathilde, je pense que à partir de ce constat de l'importance que la culture a pour la société française, je dois dire que pour moi, c'était aussi très important au niveau européen de voir que le président Macron et le chancelier allemand, tous les deux, ils ont trouvé un moment d'adresser spécifiquement un message très substantiel au milieu culturel. Ça dit beaucoup, d'accord? Des présidents d'autres pays européens n'ont pas pris ce temps-là. Alors que, bien sûr, tout ça, même ça peut être critiqué. Qu'est-ce qu'il a fait finalement? Qu'est-ce que la France a fait? Qu'est-ce que l'Allemagne a fait? Mais en même temps, ça veut dire que le président a considéré que cela est fondamental, à s'adresser à la communauté artistique, culturelle au sens large. Et ça aussi relève d'une certaine attitude par rapport à la culture. Alors, je vais donc maintenant donner tout de suite Carolina, comment vous commentez, enfin, mais vous pouvez commenter autre chose, tel que Mathé aussi l'a. C'est très important que ce que vous avez demandé parce que je suis fière qu'en fait, Italie a choisi d'entrer dans le projet et de protéger la présence, du théâtre. Parce que c'était quelque chose qu'en fait, on pouvait perdre en fait, parce que c'est difficile de maintenir l'importance de qu'est-ce que c'est le théâtre. Le théâtre, c'est quelque chose qu'on fait ensemble. Et on fait ensemble parce qu'on est ensemble. Parce que quelque chose arrive quand on est ensemble. Et le fait d'avoir protégé cette idée d'être ensemble dans une manière différente, avec le téléphone, bien sûr. Mais merci Mathé pour ce que vous avez dit de la voix. La voix crée quelque chose qui c'est vraiment quelque chose qui a à voir avec la présence. Moi, j'avais dit à les personnes avec lesquelles j'avais fait la consultation que je peux imaginer les gens, leur habillement, comme ils sont habillés. Avec la voix, je peux voir les personnes dans une manière que c'est différent. C'est une manière différente de voir, mais c'est vraiment, c'est la même chose. Donc, j'ai trouvé ça, c'est très, très important de défendre, de protéger la présence dans le théâtre. Et ce projet, ça va vraiment dans cette direction. Et pour l'Alliance, bon, on est dans un moment historique et culturel où sentir qu'on n'est pas différente, mais on est vraiment plus en plus le même dans le monde, c'est très important. Donc, faire un projet où tous les artistes, même si on a différentes cultures, même s'ils viennent dans différents backgrounds, peut dire et peut ressonner la même expérience. Et ça donne l'opportunité de se sentir part de quelle humanité que j'étais en train de dire au début de la conversation. Parce que c'est ça que c'est très important et c'est ça que le théâtre peut vraiment préserver. Le sentiment d'être partie d'une humanité qui est la même, qui souffre pour les mêmes choses, qui s'éplaît pour les mêmes trucs, mais que c'est la même. Au fond, c'est la même. Et ça, c'est notre devoir de les protéger. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que je me suis sentie utile. J'avais fait un service pour mon communauté. Et ça, c'était quelque chose qui, ça va rien à voir avec l'ego de l'artiste, que aime bien d'avoir l'argent qui vient à voir parce que moi, je suis très bravo, blabla. C'est rien à voir avec ça. Et j'ai l'impression qu'en Italie, on a
perception que la culture, c'est quelque chose de très élitaire, très radical chic. Mais moi, je veux manger, je dois faire des trucs, moi, je dois travailler parce que la culture, il n'y a pas la perception que la culture, c'est un travail. C'est quelque chose qu'il faut faire, c'est vraiment quelque chose qu'il faut, que c'est comme d'autres travaux. C'est la même chose. Et moi, avec ce projet, j'ai eu la perception d'être utile à les gens, d'entrer dans leur vie pour porter quelque chose qu'ils avaient besoin, vraiment. Pas vraiment, bien sûr, pas comme les médecins, mais presque. Je me suis sentie utile. Et Donc Caroline, comme vous dites, je me suis sentie utile, c'est parce que justement, ce que nous avons oublié, c'est que l'art a effectivement une extraordinaire importance pour la société, mais que nous oublions de ce type d'utilité, c'est-à-dire que elle est utile. Elle est utile pour l'âme, mais comme l'âme ne se voit pas, on oublie parfois combien tout ça est important. Mais merci, Nicoletta. Merci, Carolina. Je me dépêche un tout petit peu parce que j'aimerais bien vous entendre plus, mais il va falloir quand même qu'on a encore 10 minutes de discussion et je sais que c'est très intéressant de vous entendre. Hein? Da, eu am senzația și sunt un pic speriată pentru că la noi lucrurile stau destul de prost. Cultura este considerată din ce în ce mai tare inutilă sau, mă rog, și mi-e frică că dacă tinerii nu mai citesc, probabil că o să se întâmple la fel și cu teatru, adică tehnologia încet s-ar putea să nu mai facă prezența oamenilor în sală, a spectatorilor, să nu mai fie atât de mare ca de dinainte de pandemie. Bon, moi de mon point de vue, je suis assez pessimiste parce que chez nous, en Roumanie, la culture n'est pas vue du tout comme quelque chose d'essentiel pour la société, en tout cas pas d'un point de vue pratique. On n'a pas donné l'importance à ce qu'est le tissu culturel. Et moi, je vois très bien que, par exemple, si les jeunes ne lisent plus, demain, ils vont plus venir au théâtre. Et maintenant, la pandémie a encouragé ce type d'attitude où peut-être pourquoi venir au théâtre, pourquoi ne pas vivre tout de manière digitale, des choses superficielles, des choses que... Et donc, pour moi, tout ça est extrêmement inquiétant, justement par rapport à ce que je crois à Nicoletta, que par rapport à ce que Carolina disait, c'est-à-dire qu'il y a ce type de lien que l'art crée et qui est un lien profond d'un besoin de l'être humain qui aujourd'hui, dans une société comme est la société roumaine, est devenue très marginale, disons, d'un point de vue des décideurs. Da, și poate de asta ar trebui cumva să fim împreună cât mai mulți artiști, să stăm aproape și să fim cât mai prezenți și să încercăm să luptăm pentru, nu știu, pentru forma asta de a educa publicul. Cred că va trebui să facem mai multe proiecte, nu pentru noi, nu să le jucăm noi între noi artiștii, ci să mergem un pic în zonele defavorizate sau în zonele unde populația de rând, să zicem, nu are acces la cultură sau la... Et pour ça, c'est que je crois que c'est maintenant une tâche et un devoir que nous avons, nous les artistes, de comprendre que nous sommes dans un moment où, par exemple en Roumanie, on doit sortir de notre zone de confort, aller vers des espaces plus défavorisés pour rééduquer les gens à apprendre dans ces espaces et dans ces communautés-là pourquoi est-ce que la culture est importante. Comme nous n'avons pas une politique d'État, une politique visionnaire de ce point de vue-là, il faut que c'est nous, les artistes, qui doivent prendre cette responsabilité-là. Da, pentru că în toată perioada asta s-a demonstrat că se poate trăi fără teatru,
că avem nevoie de curieri, de mâncare, și că fiecare își găsește hrana spirituală sau, mă rog, să încarcă din ce vrea sau din ce urmărește cumva. Voilà, parce que nous avons eu la preuve que pendant cette période de la pandémie, finalement, de quoi on a eu besoin? On a eu besoin à manger, à faire des choses assez banales, mais on a effectivement consommé aussi, je crois, Nicolette, de la culture, hein, parce que beaucoup de gens ont regardé des films. Mais effectivement, ont eu accès à des formes uniquement digitalisées d'art. Et j'ai oublié de traduire quelque chose qu'elle a dit auparavant. Elle a dit, oui, on a besoin maintenant des alliances. On doit trouver la manière d'être alliés dans ce type d'effort. Da, da, chiar avem nevoie de o alianță și cred că ar fi bine ca toate teatrele să înceapă să comunice, să nu mai există hate-ul ăsta de noi suntem mai tari, să nu mai existe concurența asta. Nu mă duc la colegi la premieră și stau îmbufnat și comentez că nu mi-a plăcut. Adică cred că avem nevoie de mai mult ca oricând de o solidaritate. C'est que maintenant, on ne peut plus se permettre de considérer que les théâtres sont en compétition ou que les institutions culturelles sont en compétition. Non, il faut comprendre que les institutions culturelles défendent la vocation que l'art a pour la société. Et donc, nous devrons tous nous allier pour redonner vie, réinventer ce type d'utilité, de nécessité d'avoir l'art comme une clé et un lien de la société. Și mai cred că avem nevoie și de lideri și de oameni, de niște oameni care să se dedice pentru asta și ceilalți să-i susțină. Et je crois aussi qu'il faut avoir des leaders, qu'il faut avoir des gens qui sont des vrais visionnaires et que les autres doivent accepter à les soutenir et à construire une masse critique qui peut les amener à arriver à leur fin. En tout cas, ça c'est une situation que Nicolette a décrite qui est très particulière effectivement pour la Roumanie, mais je suis sûre que pour d'autres pays aussi de l'Est. Donc c'est quelque chose qui est effectivement qui traduit très bien une situation que quelqu'un qui travaille dans le système culturel roumain ressent en ce moment, comme Nicoletta. Radu, quelle est ta réaction à ça? Je suis totalement d'accord avec l'idée des alliances artistiques, mais je comprends par une alliance artistique, pas seulement une alliance entre les artistes. Ça, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Mais une alliance entre les artistes et le public, comme Nicoletta le disait. On doit exporter nos arts vers le public et construire le lien, car ce que le virus a menacé le plus, je crois que c'est la communauté, le sentiment de la communauté. Et j'aime beaucoup cette définition de la communauté que Max Weber a donnée. Il dit une communauté, une nation, c'est une communauté de sentiments et de mémoire. Et c'est ça que l'art peut construire. La communauté du sentiment et du mémoire qui nous permet d'aller en avant. Et en ce qui concerne la poésie, Philippe Roth disait que la poésie, c'est l'anti-marchandise, qui est donc inutile dans le contexte capitaliste. Mais voilà que pendant la pandémie, la poésie est devenue une marchandise essentielle. Le théâtre est une marchandise essentielle. Comme tu le disais, Corina, le monde a regardé des films, a écouté de la musique, a utilisé l'Internet et l'écran digital comme le milieu, comme le médium pour la nourriture de l'âme. Rimbaud disait que la poésie est conversation de l'âme pour l'âme. Et voilà que c'était ça que s'est passé. Toutes nos âmes étaient présentes sur l'écran digital et c'est connecté comme ça. On a resté liés, on a resté une communauté par utilisant l'ordinateur, l'écran comme l'intersection de tous nos âmes.
Et ça doit être gardé aussi après la pandémie. Bon, merci Radu. J'ai l'impression de quitter une conversation qui peut durer pour encore quelques heures. Mais ça, c'est bon, je trouve ça, disons, j'ai senti le présentiel de manière digitale, mais je l'ai senti très, très fort. Alors, j'ai deux choses à vous dire avant de se quitter. Premièrement, que je vous remercie beaucoup. Je suis sûre que Emmanuel aussi, en écoutant, et les gens de Terre de la Ville, en écoutant cette conversation, auront de la matière pour ce que les consultations poétiques étaient. Deuxièmement, j'aimerais bien que chacun d'entre vous, parmi les poèmes que vous avez dans votre recetaire, vous choisissez un à suggérer pour cette conversation que nous allons mettre sur le Facebook de Insula 42. Et merci vraiment pour participer à ce type de salon. Pour moi, c'est ça que les salons de l'île 42 doivent être. C'est ce type de discussion qui doit être engagé. Et ça m'a inspiré moi-même ça m'a inspiré comme une consultation poétique à grand P de savoir comment je vais continuer avec cela. Et puis, je remercie à Emmanuel. Je promets à ceux qui nous écoutent que j'aurai une conversation avec lui sur les projets du théâtre de la ville. Et je vais finir ce salon. S'il y a quelqu'un d'entre vous qui veut encore dire quelque chose. Oui, je veux recommander un livre. Oui. Ça s'appelle Remèdes littéraires. Je ne sais pas si le livre est traduit en roumain, mais c'est des remèdes littéraires, c'est-à-dire quoi lire, quel roman et poème dans des situations différentes. Lorsqu'on a peur, lorsqu'on nous quitte, lorsque nous quittons, lorsqu'on est trahi, lorsqu'on a de la rage aux dents, lorsqu'on est malade, lorsqu'on a des idées fixes, c'est absolument drôle et réconfortant de voir que pour chaque moment de la vie, lorsqu'on est en détresse ou lorsqu'on est trop heureux, il y a un livre qui peut nous aider. Donc, remède littéraire, c'est absolument réjouissant et peut-être aussi nécessaire, quoique la littérature peut nous sauver, mais pas entièrement. Ah ben, rien ne peut nous sauver entièrement. Et puis, donc, on retient ce livre, peut-être elle va être traduite. Et donc, moi, ce que je voulais dire, c'est pour finir, pour clore ça, c'est toujours citer Emmanuel de Marci-Motta qui dit qu'il ne faut pas réinventer le monde, mais inventer une nouvelle temporalité. Et moi, j'aime beaucoup le fait que son projet a ce parapluie qui s'appelle Tenir parole. Il y a une très belle... il y a une très belle symétrie dans l'idée qu'il faut toujours tenir parole, donc avec toute l'ambiguïté qui porte ce type de terme, tenir parole et tenir à la parole, parce que c'est la parole aussi, Mathé, n'est-ce pas, qui peut nous sauver. Merci à vous tous et une très, très belle dimanche. Merci. Au revoir. Merci. Merci à tous. C'était un plaisir. C'était un grand plaisir. Ciao. Ciao.